Merci beaucoup. Je suis désolé pour mon retard. Je suis très heureux d'être ici. Voilà, je reviens juste dans des circonstances un peu difficiles pour moi de Bordeaux. Mais me voilà, et me voilà dans un lieu qui est précisément le lieu qui m'a donné envie, ce type de lieu, de tenter autrement d'écrire l'histoire de France. Pourquoi je dis ce type de lieu? Parce que précisément avec les amis, pourquoi ne pas le cacher, qui m'ont guidé dans ce travail de direction de l'histoire mondiale de la France, qui est paru il y a presque un an et sur laquelle inévitablement j'aurai à me reposer pour vous parler de cette nouvelle manière d'écrire l'histoire de France. Il y en a bien d'autres, mais c'est celle-là que j'ai pratiquée. Avec mes amis, donc, on avait l'idée, au fond, de retrouver dans l'objet Histoire de France une manière, non pas de se rassembler, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas de renouer les fils, de renouer les narrations, de renouer les générations, alors que nous sommes tellement habitués à ce que l'objet Histoire de France divise. Il divise, il oppose, il exacerbe, il énerve, il irrite autant d'usages et de mésusages de l'histoire dont notre vie politique, et souvent lorsqu'elle s'approche d'échéances électorales, trouve au fond à exprimer la nervosité. S'agit-il d'ailleurs d'une spécificité française que de se disputer sur notre passé? Assurément pas. Les Français ont cette habitude invétérée de se croire spécifiques en tout, et y compris dans leur rapport à l'histoire. Pendant très longtemps, on a dit, et on le dit encore sans doute dans quelques magazines, que l'histoire est une passion française. Mais regardez comment l'Europe se déchire, et voyez sur quoi elle se déchire aujourd'hui. Les Catalans ne se reposent-ils pas sur l'histoire pour réaffirmer leur identité nationale? Les Anglais ne souhaitent-ils pas, au fond, en tout cas un certain nombre d'entre eux, eh bien, faire du Brexit une nouvelle manière de raconter l'histoire, car eux, c'est de l'inverse. L'histoire de l'Angleterre, elle est spontanément mondiale, mais d'une certaine manière, elle est tellement mondiale que certains historiens conservateurs voudraient l'isoler. Et puis je pourrais multiplier les exemples en nous éloignant un petit peu de notre Europe occidentale pour peut-être plonger au cœur de nos hantises européennes. Le cœur de nos hantises européennes, c'est précisément cette Europe centrale où, d'une certaine manière, se réinvente une autre Europe, la même, où, vous voyez, la Mitteleuropa, qui a été pourtant ce creuset du multiculturalisme, cette manière si généreuse et si profuse de construire en Hongrie, en Pologne, en Autriche, des capitales mondes, ce qu'était Vienne en 1900, ce qu'a été Budapest, et c'est précisément ce cœur de l'Europe qui est aujourd'hui celui d'une Europe de la contre-réforme qui veut au fond résister à la mondialisation et qui veut proposer à ceux que cette mondialisation, sans doute à raison, inquiète ou alerte, des contre-modèles, et qui sont des modèles identitaires. Pourquoi le cacher? Pourquoi, au fond, ne pas dire clairement son point de vue? Pourquoi ne pas faire semblant de croire que l'historien est au fond tenu à la neutralité, quand, tout au contraire, il est tenu à la probité? Entendez par là qu'on n'attend pas des historiennes et des historiens d'aujourd'hui qu'ils
soient simplement celles et ceux par lesquels l'histoire, traversant leur corps, leurs certitudes, leurs désirs, leur volonté, parle d'elle-même. C'est Fontenelle qui disait que l'historien idéal n'était d'aucun lieu et d'aucun temps. Mais précisément, nous ne sommes plus au temps de Fontenelle et nous croyons que l'historien d'aujourd'hui est celui qui pose son point de vue, qui dit depuis où il voit le monde et qui affirme donc, sinon une neutralité de point de vue, du moins une probité. Alors, effectivement, cela nous a été reproché, mais pourtant c'est de cela dont je voudrais, en toute liberté et de manière simple et ouverte, vous entretenir ce soir. L'histoire mondiale de la France que nous avons avec Florian Mazel, Pierre Saint-Garavelou, Yann Potin et Nicolas Delalande dirigée, 122 historiennes et historiens faisant une histoire au large à partir d'un caractère familier, d'une narration ordinaire, celle des dates, eh bien, elle avait un point de vue, un seul point de vue. Elle avait des méthodes, elle avait des choix, je dirais, narratifs, mais elle avait un point de vue, un seul point de vue. Ce seul point de vue, c'était de dire que pour nous, l'histoire ne sert pas à séparer. Et donc, par conséquent, on se situait dans un usage du savoir historique qui n'était pas celui qu'historiquement l'histoire a servi le plus souvent, c'est-à-dire la construction des nations, c'est-à-dire justement une fonction de rassemblement. Nous avons dit dans les premières pages de ce livre que pour nous, l'histoire n'était pas autre chose qu'un art d'émancipation qui s'adressait aux intelligences singulières et que par conséquent, elle n'avait pas à construire la nation, à rassembler par exemple les Français dans un passé commun, pas plus d'ailleurs qu'elle n'avait à les faire rêver de la Révolution, parce qu'elle ne devait pas construire des collectifs, mais simplement, au fond, émanciper celles et ceux qui voulaient bien, au fond, accueillir cette production d'un savoir qui est celle de l'histoire de métier, qui s'accompagne toujours, cette production, d'un partage, puisque notre métier n'est pas seulement de produire des savoirs, mais de les rendre socialement disponibles. Et voilà pourquoi je dis que ce sont dans ces lieux-là qu'un tel objectif prend sens. Mais disant cela, je ne méconnais pas que cette histoire, dans ce cas-là, si c'est cela l'histoire, elle va à contre-pente de toute une tradition, qui est précisément la tradition du nationalisme méthodologique. Le fait que, historiquement, si j'ose dire, l'histoire a d'abord servi à inventer la nation. Et ce, depuis bien longtemps, et que je pourrais même aller plus loin, qu'historiquement, l'histoire est d'abord un art d'acclamation des pouvoirs, et que de cela, nous sommes redevables, et qu'il ne faut pas s'en extraire si aisément, et c'est pourquoi je ne fais pas le fier devant vous, je ne dis pas, ben voilà, je me libère héroïquement de cette tutelle. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas si facile du point de vue historique, du point de vue social, du point de vue méthodologique. Ce n'est pas si facile du point de vue historique parce que, effectivement, eh bien, nos grands devanciers étaient, d'une certaine manière, les garants de cette construction des histoires nationales. Songez que notre grande revue, par exemple, je dirais disciplinaire, la revue historique, il y en a eu d'autres après, la revue des annales, c'est-à-dire la nouvelle histoire, mais la revue historique, elle est contemporaine, je dirais, de la professionnalisation du métier d'historien, 1876, et la revue historique, elle se donne, c'est Gabriel Monod qui en fixe le programme, comme exigence la recherche du même mouvement de la vérité et de l'amour de la patrie.
Et oui, il faut comprendre ce que ça veut dire, et je le dis tout à fait sérieusement, à ce moment-là, au moment où, après tout, la Troisième République n'est pas encore assurée, au moment où, effectivement, cet amour de la patrie doit être réassuré, au moment où, d'une certaine manière, on a besoin de l'histoire pour construire un socle commun de croyances, de fidélité et d'espérance, les historiens, en France comme partout ailleurs, et en France plutôt plus tardivement qu'ailleurs, si on prend les grands pays européens, l'Allemagne évidemment, même l'Italie, eh bien, créent les conditions méthodologiques pour, au fond, construire un savoir, et ce savoir, qu'on va appeler plus tard le savoir positiviste, il est juste méthodique. C'est ce que les historiens, ils ne s'appelaient pas autrement, à la fin du XIXe siècle, que les historiens méthodiques. À ce moment-là, effectivement, ils sont patriotiques. On ne va pas parler encore de nationalisme, mais patriotiques, évidemment patriotiques. Lavis le sera, mais son patriotisme va évidemment beaucoup évoluer de part et d'autre du premier conflit mondial. Mais s'il n'est pas si facile de se défaire aujourd'hui du nationalisme méthodologique, c'est parce que, effectivement, les grands ancêtres, les grands inventeurs de l'histoire nationale ont noué, et l'ont noué très serré, effectivement, la méthode et l'exigence de construction de la nation. Et ça, on ne peut pas s'en moquer. Voyez par exemple comment ces positivistes, comment on les appelle pour se moquer d'eux, c'est-à-dire ces humbles travailleurs de la preuve, ces artisans du document, ceux qui inventent, je dirais presque une fois pour toutes, les méthodes avec lesquelles les historiennes et les historiens aujourd'hui travaillent. Parce que qu'est-ce qu'on a, nous, à opposer aux fake news? Qu'est-ce qu'on a à affirmer pour dire que ce que l'on peut dire dans le débat public ne vaut pas exactement une autre opinion. Non pas un savoir, non pas un statut, mais une méthode. Et cette méthode, elle est presque inchangée depuis la fin du XIXe siècle. Et la définition de cette méthode, elle est historiquement solidaire de son exigence politique qui était, je le répète, de construire la nation. D'accord ? Vous prenez un exemple, justement, c'était ces grands méthodistes, et d'ailleurs ils étaient plutôt des spécialistes des diplômes médiévaux, des spécialistes des chartes, on appelait ça l'école des chartes, ils étaient médiévistes, eux qui savaient distinguer le vrai du faux, eux qui savaient être experts dans la critique interne et externe des documents, eh bien, on était bien heureux de les avoir sous la main lorsqu'il s'agissait, lors de l'affaire Dreyfus, par patriotisme, justement, puisque les Dreyfusards étaient d'ardents patriotes, de démontrer que le faux Henri était un faux. À ce moment-là, on a une histoire qui est une histoire méthodique et patriotique. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas si facile aujourd'hui de s'en défaire, ne serait-ce que parce que nous sommes les héritiers de cette histoire, y compris parce que la plupart de ces historiennes et historiens dont je parle et que je défends collectivement. En fait, cette histoire mondiale de la France n'avait pas d'autre objectif que de défendre, que de montrer, que de donner à voir la façon dont les historiennes et les historiens aujourd'hui travaillent. Eh bien, la plupart sont des enseignants ou des chercheurs, c'est-à-dire des salariés de l'État. Donc, nous avons à rendre compte, évidemment, de ce que nous faisons face à la collectivité nationale, qui voilà, est notre employeur. Je le dis en toute simplicité. Et aussi, lorsqu'on nous reproche de réécrire sans cesse l'histoire, lorsqu'on nous feint de nous reprocher de ne pas se contenter de la réciter, mais de la repenser. Eh bien, moi je dis volontiers, mais alors si on faisait autrement, alors vous seriez en droit de réclamer des comptes. Parce que, est-ce qu'on est certain d'avoir besoin
des historiens s'il s'agissait de répéter, de réciter le Petit Lavis. On aurait juste besoin de répétiteurs. Et on n'aurait pas besoin, effectivement, de payer des enseignants-chercheurs, pas grassement, mais enfin confortablement, dans une communauté nationale qui considère que ça fait partie de la construction des savoirs. J'étais, la semaine dernière, l'idée m'est venue en faisant visiter le Collège de France à des lycéens qui venaient d'Orléans, et alors on leur avait sorti quelques objets, etc. Puis le Collège de France où j'enseigne, ben voilà, il y a des lettres, il y a de l'archéologie, il y a de la philologie, mais la moitié des chaires, c'est quand même ce qu'on appelle des sciences. Voilà, la physique, de la chimie, de la biologie. Bon. On leur avait sorti, par exemple, le joli microscope de Claude Bernard, qui est le fondateur, comme vous le savez, de la médecine expérimentale et professeur au Collège de France. Bon. Et puisqu'il ne comprenait pas bien, et je comprends que ça soit difficile à comprendre, pourquoi, en tant qu'élève, il devait accepter l'idée qu'un livre dise ceci et l'autre cela, et pourquoi, au fond, l'histoire progressait, pourquoi on ne dit pas toujours la même chose sur les Gaulois ou sur Vercingétorix. Je leur montrais alors ce joli microscope en laiton, je dis, il est beau, assurément. Claude Bernard était un grand médecin en son temps, fin du XIXe siècle, assurément, mais est-ce que vous vous feriez soigner par quelqu'un qui a les instruments de mesure de Claude Bernard aujourd'hui? Non. Et de même, pourquoi avons-nous, nous, historiens, ou d'une manière générale, chercheurs en sciences sociales, à nous sans cesse nous justifier du fait que nous ne voyons plus, avec les mêmes instruments, la réalité sociale que nos devanciers d'il y a un siècle. Donc tout cela pour dire que s'arracher au nationalisme méthodologique, faire une histoire de France qui ne soit pas strictement nationale, n'est pas si facile que ça. Et ça ne veut pas dire que c'est héroïque, mais ça veut dire qu'il faut travailler à penser contre soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est, j'allais dire, le cœur de notre métier. Apprendre à s'étonner, garder intacte notre capacité d'admiration et de stupéfaction, comprendre que le monde tel qu'il est aurait pu être autrement qu'il n'est. C'est au fond cette manière de relancer la curiosité qui fait, me semble-t-il, la pulsion historienne. Donc, au fond, se dire, ben oui, depuis très longtemps, depuis au moins le XIXe siècle, tout nous amène à faire de l'histoire nationale. Et pourtant, la tentation est forte aujourd'hui de ne pas s'en contenter. Pourquoi ? Mais là encore, je ne prétends pas être héroïque, parce que tout cela est déjà très ancien. Je me suis arrêté à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire au moment, effectivement, de l'exacerbation d'un nationalisme qui conduit l'Europe au bord du suicide. Et on voit comment toutes les historiographies ont été jusqu'au délire, il faut quand même le dire, embrigadées dans un élan patriotique. Et rares étaient les intellectuels comme Elia Lévy disant « Je préfère encore faire des pansements dans une infirmerie que de baver dans le clairon ». Bon. La désolante affaire de la commémoration ou non de Charles Maurras ces dernières semaines a eu au moins le mérite, parmi d'autres mérites d'ailleurs, de nous rappeler quelle était la devise de Maurras. La France seule. C'est d'une certaine manière, chimiquement pure, la formule du nationalisme.
D'abord la tautologie, la France c'est la France, qui évidemment crée toutes les illusions identitaires, et cette tautologie qui est évidemment une manière d'isoler, de retrancher la France seule. On pourrait dire au fond que, en faisant une histoire mondiale de la France, on cherchait simplement à en faire une histoire non maurrassienne, considérer tout simplement que la France n'est pas seule, que évidemment notre condition historique, nous y arrivons, assez naturellement nous amène à nous comprendre, dans tous les sens du terme, nous saisir avec ce qui nous englobe, avec ce qui nous dépasse, comme citoyens de notre petite patrie, breton si on est breton, parisien si on est comme moi, né à Paris, et puis français assurément, et puis européen peut-être, et puis citoyen du monde, terrien en tout cas, soumis à cette communauté de destin et de danger que le changement climatique montre clairement aujourd'hui, avec suffisamment de netteté. Tout le monde se souvient de ces cartes un petit peu ridicule quand même, du nuage de Tchernobyl qui s'arrêtait aux frontières, et tout le monde donc a une idée assez nette que certains des phénomènes qui nous gouvernent, c'est-à-dire voilà, les phénomènes de flux, qu'ils soient atmosphériques, financiers ou migratoires, ne connaissent pas la frontière. Et donc par conséquent, une partie vraisemblablement de plus en plus importante de notre vie est gouvernée par des mouvements qui sont transnationaux. C'est ainsi que ça soit bien ou pas bien, rassurant ou inquiétant, et j'allais dire un autre problème, le fait est que notre condition humaine a changé, mais depuis quand ? Alors, depuis quand sommes-nous des citoyens du monde ? Alors, moi j'ai fait, avant, comme cela a été rappelé, je ne suis pas un historien de la France, je suis un historien de l'Italie. C'est à partir de... Voilà, quand j'ai commencé à faire ma thèse, j'ai voulu trouver un terrain. Et pour moi, ce terrain, c'était les villes italiennes à la fin du Moyen-Âge. Je ne cherchais pas l'italianité, je ne cherchais pas à définir ce que c'est que l'identité italienne. C'est d'ailleurs, dans l'historiographie italienne, un sujet qui intéresse assez peu, au fond. Non, je cherchais à comprendre comment se nouaient au sol certains rapports de pouvoir. Voilà. Et bien, l'Italie est quand même, surtout au XVe siècle, un pays qui, d'une certaine manière, est non seulement ouvert sur le monde, mais qui est porteuse d'une culture et d'une langue qui va dire la prose du monde. Bon. Et donc, il est assez logique de passer de l'Italie au monde. Ainsi, ai-je écrit déjà en collaboration, en 2009, une histoire du monde au XVe siècle. Mais vous vous souvenez peut-être de cette année 2009. C'était une année assez étrange du point de vue du climat politique en France, puisque à ce moment-là, les historiens étaient sommés, avec tous les citoyens d'ailleurs, de participer à un débat qui s'appelait le débat sur l'identité nationale. Et avec effectivement des instances, un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, un musée d'histoire de France, etc. Et c'est à ce moment-là où, le temps effectivement de cette exaspération sarkozienne, puisque c'était le nom du président de la République à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tout s'est crispé. Et c'est à ce moment-là qu'on a cru que, d'une certaine manière, l'histoire mondiale, la world history, pouvait être un antidote à l'étrécissement identitaire. Et nous, qui avions effectivement pensé une histoire du monde au XVe siècle, pas
en pensant quoi que ce soit de ce qu'il faut faire ou de ne pas faire de l'histoire de France. L'histoire de France n'est pas notre objet. Eh bien, on s'est trouvé pris dans un climat de réception intellectuelle où notre histoire du monde était pensée comme une anti-histoire de France. Et ça, c'était absurde pour nous. C'était absurde parce que l'histoire de France, on n'avait rien à lui reprocher. On pensait simplement que pour comprendre la nation, il fallait comprendre ce que comprendre veut dire, c'est-à-dire prendre avec. Et donc, le nationalisme exalte la nation, mais ne le comprend pas. Pour le comprendre, effectivement, il faut adopter une vision transnationale. Et donc, de ce point de vue-là, cette tentative, ultime tentative d'histoire mondiale de la France, avec cet oxymore, histoire mondiale de la France, n'avait pas d'autre objectif, au fond, que de réconcilier, ou que de montrer qu'entre l'histoire de France et l'histoire du monde, on n'avait pas à choisir. Qu'on pouvait faire une histoire mondiale de la France, comme on peut faire une histoire mondiale de tous les pays. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La première, sans doute, ça veut dire, je le répète, qu'il faut se défaire du nationalisme méthodologique en adoptant une position qui n'est pas neutre, sans doute. Je ne méconnais pas que notre histoire paraîtra dans une ou deux générations fille de son temps, car je sais que Marc Bloch a dit que les hommes sont fils de leur temps tout autant que de leur père, et que je ne m'excepte pas, évidemment, de cette humaine condition. Les historiennes et les historiens n'ont aucun privilège à faire valoir sur la compréhension de leur temps. Ils sont, comme tout le monde, ballottés par les événements. Ils sont, comme tout le monde, dans un certain point de vue. Et ce point de vue, effectivement, je peux, avec candeur, le dire comme, effectivement, transformé par notre condition de femme et d'homme moderne. Je peux dire, par exemple, que de mémoire d'homme, j'ai 52 ans, j'ai vu radicalement changer les conditions d'exercice de mon métier. Ce genre de truc, ça n'existait pas quand j'étais étudiant. J'ai travaillé à la Bibliothèque nationale avec des fichiers, avec des inventaires en carton et en papier, exactement comme Seignobos, Lavis, Michelet avaient travaillé. Aujourd'hui, je travaille avec des instruments qu'ils n'imaginaient même pas. Je suis en contact avec des historiographies dont je n'imaginais même pas, lorsque j'étais étudiant, la diversité. Je suis en contact avec un nombre d'auteurs dans différents pays du monde, qui fait qu'on pourrait dire déjà simplement que la vogue de l'histoire mondiale n'est qu'un des effets de la mondialisation de l'histoire. Voilà. C'est-à-dire que de fait, aujourd'hui, c'est à cette échelle-là que notre métier se comprend. Et d'une certaine manière, ça facilite les choses, d'une autre manière, ça les complique, mais en tout cas, ça les transforme. Et ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas d'issue à ne pas comprendre ces transformations. Voilà. Donc, encore une fois, c'est avec elles qu'on doit faire. Donc notre point de vue sur le monde, il a été changé. Mais depuis quand sommes-nous mondialisés ? Si nous avons écrit l'histoire du monde au XVe siècle, c'était pour montrer qu'il y avait eu des décloisonnements du monde bien avant la mondialisation. Mais il n'est pas douteux que ça soit quand même le XIXe siècle, taillé large, qui nous est constitué comme sujet moderne. Bon. Et d'ailleurs, sur le modèle de cette histoire du monde
au XVe siècle. Nos collègues et amis Sylvain Venère et Pierre Singaravelou ont cette année publié chez Fayard une histoire du monde au XIXe siècle, qui montre bien justement qu'à la fin de ce XIXe siècle, eh bien, se construit justement une nouvelle condition historique qui a la mondialité en partage et pour horizon. Bon. Nous savons, et là, d'une certaine manière, ce XIXe siècle, il s'achève une fois de plus dans les orages d'acier de la Grande Guerre, qui n'est pas encore la Première Guerre mondiale, où à ce moment-là, effectivement, la civilisation se découvre mortelle, comme l'écrit Paul Valéry, et où déjà, à ce moment-là, c'est là où se forge effectivement, je dirais, l'expérience historique des grands réformateurs de la discipline historique, Lucien Febvre, Marc Bloch. À ce moment-là, effectivement, c'est une autre conscience historique qui se trouve, je dirais, trempée dans la dureté des temps. Et volontiers, je ferai miennes les déclarations vibrantes de Lucien Febvre en 1919, au moment où il réinaugure la chaire d'histoire à Strasbourg, l'université de Strasbourg, Strasbourg libérée, et où évidemment il a à parler de la recherche historique telle qu'elle va renaître après 19, tout en étant effectivement conscient qu'il lui faut au fond s'écarter de cette extraordinaire mobilisation, de cet enrôlement patriotique qui a d'une certaine manière compromis sa probité. Et il a un grand et magnifique discours où il dit deux choses, qui sont deux choses que moi je prends pour moi encore aujourd'hui, que nous devons prendre pour nous encore aujourd'hui. La première, c'est on va recommencer. On peut toujours recommencer. L'Europe était au bord du suicide. Voilà, nous sommes en 1919, ça va recommencer. Mais, dit Lucien Febvre, je ne peux pas me contenter de vous dire on va reprendre nos affaires. On va reprendre nos livres, on va reprendre notre belle historiographie, on va refaire l'histoire de France, on va refaire l'histoire de l'Allemagne, comme si l'histoire de France, comme si l'histoire de l'Allemagne n'avait pas servi à la France et à l'Allemagne de s'affronter dans une boucherie sans nom. Il faut bien, au fond, tirer les conséquences de tout cela et, dit-il, face à un public large, face à la nation, c'est comme ça qu'il parle, je ne peux pas, en tant qu'historien, dire voilà, je reprends mes affaires. C'est pas possible. Il faut que vous m'aidiez, dit toujours Lucien Febvre, face à la nation, à reconstruire mon rôle, le rôle de l'historien. Pourquoi ? Et c'est la deuxième leçon, parce que l'histoire ne peut pas, ne peut plus construire des vérités à la seule convenance et à la seule ressemblance des peuples. À la seule convenance et à la seule ressemblance des peuples. La vérité est la vérité, qu'elle soit détestable, désagréable, horripilante, et qu'elle nous plaise ou non, elle est à chercher, et ça, c'est ça qui est magnifique d'ailleurs dans les derniers mots de Lavis. Lorsque, avant de mourir, il saisit effectivement la tenaille terrible dans laquelle, au fond, les temps l'ont mis, parce que si en 1876, comme je l'ai dit, eh bien, on ne voit pas de contradiction entre construire la vérité et construire l'amour de la nation, après la Première Guerre mondiale, oui, on ne peut pas ne pas le voir. Et alors, à ce moment-là, Lavis, oui, le Lavis qu'aujourd'hui encore on caricature comme un nationaliste, ce qu'il n'était pas ou qui n'a pas été continuellement, il dit si je dois choisir, si ultimement je dois choisir entre une vérité historique et
une vérité bonne à dire pour fortifier l'obéissance, je choisirai la vérité historique. Voilà. Ça, c'est le dernier mot de la probité de l'historien. Et pourtant, il n'est pas non plus interdit de se sentir utile. Alors, comment être utile aujourd'hui? Comment écrire aujourd'hui une histoire nationale de longue durée, mais inscrite dans cet horizon de la mondialisation? Comment sortir de la tenaille? Comment sortir de cette étreinte? Comment faire en sorte qu'au fond, on n'ait pas à choisir entre le grand large et l'émotion de l'appartenance? Parce que, enfin, je parlais de ce moment de 2009, qui a été un moment d'exacerbation idéologique, où chacun a été sommé, au fond, de choisir. Alors, l'identité nationale ou la world history? La plus belle, à mon avis, réponse à ce faux dilemme, parce que lorsqu'on vous pose une mauvaise question, il n'y a pas de bonne réponse. La seule manière, c'est de subsumer la mauvaise question, c'est de trouver une sorte de moyen de s'évader par les toits, comme disait Jacques Chirac. Voilà, c'est-à-dire de rehausser cette contradiction. La plus belle des réponses, elle était littéraire. C'est Jean-Christophe Bailly, le poète et romancier qui a écrit en 2009 précisément ce magnifique livre qui s'appelle Le dépaysement. C'est un voyage en France. Et je ne vous cacherai pas que c'est lui qui m'a encouragé et inspiré à faire ce que je ne pensais pas devoir faire, ce que je ne pensais même pas avoir envie de faire, moi, l'historien médiéviste de l'Italie, une histoire de France. Et ce livre s'appelle Le dépaysement. Et ce livre consiste à faire le tour d'une France, pas seulement par ses hauts lieux, mais par aussi ses diagonales du vide, par ses banlieues commerciales, par ses lieux faibles, faiblement peuplés, faiblement intenses du point de vue historique, et de montrer au fond que rien n'est perdu pour l'histoire dès lors qu'on lui accorde une attention un peu bienveillante, avec un peu de tact. Et Jean-Christophe Bailly faisait un voyage en France qui s'appelait le dépaysement, en montrant d'une certaine manière que, au fond, une des façons de comprendre à quel lieu on habite, c'est se déprendre de ce lieu. C'est de comprendre qu'au fond, on n'appartient pas au lieu qu'on habite. Que pour les restaurer ce qu'il appelle l'émotion de l'appartenance, ben justement, il faut faire un pas de côté. Justement, il faut dépayser notre familiarité. Et le livre commence comme ça. Le livre commence par un voyage de l'auteur, je crois que c'est à New York, il est dans une chambre d'hôtel, il est vaguement comateux, il est donc un peu assailli par le jet lag, et il pense, comme sottement les cosmopolites peuvent penser, qu'il n'est de nulle part, qu'il est partout chez lui, que sa condition postmoderne le fait au fond léviter hors sol. Il allume la télévision et c'est un film de Jean Renoir, noir et blanc, et ça parle français. Et à ce moment-là, dans une chambre d'hôtel à New York, un peu comateux, il se sent français. Plus aisément, plus facilement, plus évidemment que quelque part en France. Et ça, c'est ce que j'appelle effectivement dépayser l'étrangeté, ou au contraire familiariser
dépayser la familiarité, ou au contraire, familiariser l'étrangeté. Ça, c'est un beau mouvement, et ce mouvement était narratif. Alors, au fond, il me faut bien la décrire quand même, cette histoire à venir, cette histoire qui peut être une histoire de France qui rassemble tout ça. À la fois cette pensée critique. J'ai tenté de dire qu'au fond, en développant cet art de l'émancipation, on va à contre-pente d'une longue histoire qui fait de l'histoire, justement, l'allié presque naturel du nationalisme méthodologique, et qu'il y faut des efforts, et que ces efforts sont d'abord contre soi-même. Il ne s'agit pas de s'inventer des ennemis imaginaires. Non, le principal ennemi, c'est soi-même. Donc, comment cette histoire peut être à la fois critique et narrative? Peut-elle être à la fois émancipatrice et littéraire? Comment elle peut réconcilier le récit dans une grande entreprise qui, au fond, ferait de l'histoire de France, en l'occurrence, une histoire plus ressemblante, d'avec nos vies, d'avec nos conditions, d'avec la manière dont nos vies et nos conditions s'inscrivent dans le monde. C'est donc cette réconciliation entre l'art du récit et la méthode critique qu'il nous fallait inventer. Alors je dirais que cette histoire, pour la projeter en avant, on pourrait la définir de 4 adjectifs. Elle est ou doit être ouverte, elle est ou doit être peuplée, diverse et entraînante. Ouverte, je viens de le dire. Ouverte, c'est une évidence. Ouverte comme sont effectivement ouvertes nos identités. Ouverte parce que, d'une certaine manière, l'émotion de l'appartenance nous montre que nous avons moins des identités figées que des identifications successives. Ouverte, enfin, parce que si on prend un pays comme un autre, mais qui n'est pas tout à fait un pays comme un autre, la France, eh bien on ne peut la saisir qu'englobée, non pas dans le monde, mais dans son monde. Ce que nous avons tenté de faire dans l'histoire mondiale de la France, c'est de définir à chaque moment ce qu'est la France et ce qu'est le monde. Ce n'est pas toujours la même France, ce n'est pas toujours le même monde. Si vous êtes Saint-Louis, le monde, il commence au Languedoc. C'est un autre monde. C'est le monde méditerranéen. C'est un autre monde que la France capétienne. Et l'Eurasie, en revanche, est une projection imaginaire qui, d'une certaine manière, va jusqu'à son horizon onirique qu'est l'océan Indien. Si vous prenez avant lui Charlemagne, il n'a pas du tout le même monde. Son monde n'a pas encore basculé vers la Méditerranée. Son monde est, au contraire, tout orienté vers la mer du Nord. Et donc, à chaque moment, une histoire ouverte est accessible, effectivement, à qui sait la comprendre dans ses échelles successives. Mais il faut évidemment avoir une sorte de changement de regard qui fait comprendre que l'histoire, elle est au fond la trame qui croise, je dirais, un mouvement vertical de lignée, d'enracinement, de généalogie, et un mouvement horizontal de diffusion et de seuil. Si vous prenez par exemple, toujours mes rois, je viens d'en citer 2, Charlemagne, Saint-Louis. Sont effectivement, on va apprendre à placer sur des frises les différentes dynasties, et alors on va, et on n'a pas tort,
apprendre aux enfants qu'avant les Capétiens, il y avait les Carolingiens, et qu'avant les Carolingiens, il y avait les Mérovingiens. Mais ça suppose effectivement qu'on va décider de rétro-projeter à partir de ce qu'on considère comme aujourd'hui la France, ce qui lui donne naissance, c'est-à-dire effectivement l'Île-de-France. Bon. Et donc on va définir la royauté capétienne comme une tache d'huile qui, à partir du petit royaume franc, va s'épancher, va s'étendre jusqu'à confortablement aller toucher toutes ces frontières naturelles. Mais c'est supposé effectivement, et ça Michelet savait déjà que ce n'était pas le cas, que la France est écrite d'avance, qu'elle est dessinée par le destin, qu'elle est destinée par une histoire essentielle. C'est ne pas voir qu'à chaque moment, d'autres histoires sont possibles. Qui vous dit que le petit duc des Francs, Hugues Capet, il était écrit qu'il l'emporte sur ses autres, pas le plus souvent plus fort que lui d'ailleurs. C'est précisément parce que c'était le plus faible qu'il avait été choisi comme roi. Donc cette histoire d'une France qui au départ tient tout entière dans la zone 5 du RER pour ensuite s'étendre à l'ensemble du territoire est une fable. C'est une fable généalogique. Exactement lorsque on décide que mon ancêtre c'est machin. Mais par définition, mon ancêtre n'est pas machin, puisque à chaque génération, j'en ai 2, 4, 8, et donc on pourrait au contraire renverser l'arbre généalogique et mettre les racines au ciel. Donc cette France ouverte, elle est ouverte sur ses devenirs possibles. Voilà. Il ne s'agit pas de saccager la frise, il ne s'agit pas de ruiner la généalogie. Il s'agit juste de dire qu'à chaque moment, d'autres histoires sont possibles. Et donc, si vous prenez toujours Charlemagne, si je veux comprendre quelque chose à Charlemagne, pourquoi à la Noël 800, Charlemagne se fait-il couronner roi des Francs et empereur d'Occident et rénove l'Empire d'Occident? Évidemment qu'il a en tête une idée généalogique. Évidemment qu'il veut se faire lui-même le restaurateur d'un ordre ancien romain. Il relève cet empire d'Occident qui a chuté pour lui au 5e siècle. Mais à Constantinople, l'empire continue. Il n'y a que nous qui les appelions grecs. Les Byzantins s'appellent romains, puisque c'est la poursuite de l'empire romain en Orient, sans solution de continuité. Donc par conséquent, pour comprendre Charlemagne, il faut comprendre effectivement comment il s'inscrit dans un passé, et dans un passé reconstitué, mais il faut aussi comprendre comment il s'inscrit dans une géographie. Parce qu'au moment où il décide de se couronner, de se faire couronner par le pape empereur, il n'est pas le seul empereur. Il y a un empereur à Constantinople, et puis surtout il y en a un à Bagdad. Et donc c'est dans l'histoire des empires que cette configuration de pouvoir doit être comprise. Et je pourrais multiplier les exemples qui tendent à montrer que cette histoire ouverte, elle devient compréhensible, accessible, à partir du moment où, justement, on l'élargit. Et que l'ouvrir, ce n'est pas la rapetisser. Par quelle bizarrerie d'esprit a-t-on pu nous reprocher de rabougrir ou de blesser l'orgueil national en faisant une histoire mondiale de la France? Ce serait rapetisser la France que de considérer qu'elle a, à plein de moments de son histoire, un destin mondial. Parce que quand je dis que c'est une manière de faire de la France un pays comme les autres, c'est vrai et ce n'est pas vrai. Car je précisais aussi, et un pays qui n'est pas comme les autres. Pourquoi? Parce que, justement, ce qu'il fallait comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est comment le monde, à certains moments de l'histoire, rappelle à la France qu'elle a des ambitions
on peut très bien les décrire sous Louis XIV, pendant les Lumières, évidemment à partir de 1860. Elle a des ambitions qui elle a l'ambition d'englober le monde tout entier. Voilà. C'est ce que Michelet pensait lorsqu'il écrivait en 1831 « Ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France ». Il a l'idée, qui nous paraît saugrenue, que la France est le vaisseau de l'humanité et qu'à certains moments, eh bien, son destin est de représenter le monde tout entier. C'est assez mystérieux, mais je ne prétends pas que ça soit vrai. L'historien ne travaille pas sur la vérité. Il travaille sur ce que les gens, à un moment donné, croient vrai. Or, beaucoup croient cela vrai aujourd'hui, comme ils ont cru cela vrai dans le passé. Et que beaucoup de gens croient vrai le fait que la France n'est pas tout à fait un pays comme les autres, suffit pour rendre cette idée agissante dans l'histoire. Voilà. Et donc ça, c'est, je pense, une des spécificités. La deuxième, je l'ai dit, c'est que cette histoire ouverte, elle doit être peuplée. Peuplée de toutes celles et ceux qui n'étaient pas invités au banquet de la représentation. Tous celles et ceux qui n'étaient pas, d'une certaine manière, les hôtes de la grande histoire des rois, des batailles, des généraux. Et là encore, l'histoire, elle est évidemment tout à fait, comment dire, oui, elle est dans ses objets et dans ses envies le strict reflet de nos préoccupations. Au fond, ce livre, Histoire mondiale de la France, aurait pu s'appeler « À quoi pensent les historiens ?» À quoi pensent-ils aujourd'hui? Eh bien, par rapport à ceux d'il y a 20 ans, c'est vrai, ils pensent plus au climat, ils pensent plus aux femmes, ils pensent plus aux vagues d'immigration, ils pensent plus à l'histoire des populaires, ils pensent à plein de choses qui étaient, sinon délaissées, du moins mal représentées il y a encore 20 ou 30 ans. Et cela, ils le font sans effort. Ils le font parce que leur condition a changé et ils sont bien conscients, sans doute, qu'ils voient des choses que d'autres ne voyaient pas, mais ne voient pas ce que d'autres verront. Et je ne me fais aucune illusion sur le fait que nous avons des points aveugles. Nous avons des points aveugles. Et c'est une de mes interrogations citoyennes, et c'est pour cela que je ne peux me résoudre à rester dans des laboratoires de recherche ou dans des universités, parce qu'il faut essayer de comprendre ce que nous ne comprenons pas. Il faut essayer de saisir ce que nous ne captons pas, ce que nous laissons de côté, ce que nous dédaignons, ce que nous méprisons peut-être, mais qui, d'une certaine manière, un jour s'invitera dans le récit national. Donc, de toute façon, il n'y a pas à être pour ou contre l'ouverture, et il n'y a pas à être pour ou contre une histoire populaire et peuplée. L'histoire ne peut plus être celle des grands hommes. C'est comme ça. Donc, elle est, par nature, plus peuplée, et ça veut dire que on va raconter d'autres histoires, et des histoires qui ne sont pas forcément désespérantes. Je vous donne un exemple. L'histoire coloniale n'est pas simplement l'histoire de l'agression coloniale ou de la domination coloniale. L'histoire coloniale est aussi l'histoire de l'émancipation. Il y a 1000 histoires entraînantes, je vais y revenir à la fin, à raconter dans la manière dont, je ne sais pas, les étudiants indo-chinois prennent dans la culture française, les Lumières, Victor Hugo, de quoi faire levier à leurs espérances politiques. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a aussi dans l'histoire coloniale des histoires d'émancipation. Et des histoires d'émancipation qui permettent
j'en viens à mon troisième et avant-dernier point, qui permettent de faire de cette histoire une histoire non seulement ouverte et peuplée, mais une histoire diverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette diversité? Eh bien, c'est précisément la diversité d'allure, la diversité de devenir, la diversité du temps historique qui ne se laisse pas strictement délimiter, aiguisé par une flèche du temps qui serait, au fond, toujours identique à elle-même. Si le temps est orienté, alors il n'y a pas de solution. Soit il monte, soit il descend. Et à partir du moment où nous avons fait depuis bien longtemps le deuil de l'idée de progrès, inévitablement, nous reste la décadence. La décadence, c'est pour ne pas critiquer le fait que l'idée soit, que le temps soit orienté, je dirais l'idéologie de repli qui nous reste quand nous ne croyons plus au progrès. Mais dans les deux cas, c'est une manière de faire plier l'histoire sur la philosophie de l'histoire. De croire que le temps est sagement ordonné vers une fin. Voilà pourquoi je pense que l'histoire de France comme n'importe quelle histoire, n'a ni commencement ni fin. Elle n'a pas de commencement parce qu'elle ne cherche pas les origines. Et un des pièges de toute histoire nationale, c'est la question des origines. Nous ne cherchons pas les origines parce que nous savons ce que origine veut dire. Origine vient du grec arché, d'où on tire à la fois le commencement et le commandement. L'archonte, c'est le général. L'arché, ce que vise l'archéologie, c'est le commencement qui nous commande. C'est le fait que le principe, principe en italien, qui veut dire aussi prince, le principe, c'est le début qui ordonne le tout. Comme si, effectivement, nous étions condamnés à être ce que nous étions au début. Et donc, chercher l'origine, c'est trouver notre avenir. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, effectivement, on voit bien que c'est une conception qui est une conception religieuse d'une histoire que nous devons simplement considérer pour elle est, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire laïque, profane. Bon. Donc cette histoire n'a pas de commencement. Elle n'a pas d'origine directement. Elle a des commencements et des recommencements. Elle n'a pas de début. Elle a effectivement des avancées et des reculs, et elle n'a pas de fin. D'abord parce qu'effectivement, il n'y a pas de fin de l'histoire, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de finalité, et donc on ne vise rien, ni la construction du bonheur parfait, ni la société idéale, ni le progrès indéfini. Mais donc, à ce moment-là, libérée de cette contrainte de la flèche du temps, l'histoire peut être l'art des déplacements dans le temps, et au fond, l'histoire peut être un récit qui ne fait pas simplement chronique de ce qui a eu lieu, mais dit de ce qui aurait pu avoir lieu. Et évidemment, c'est là une possibilité narrative qui s'ouvre à cette dernière, le dernier adjectif sur lequel j'achèverai ces propos, entraînant. L'histoire patriotique, l'histoire du nationalisme méthodologique, elle était entraînante. Elle était enthousiasmante. Elle était exemplaire. On avait envie d'y croire. Et il faut prendre la mesure de cette extraordinaire séduction
pour pouvoir, si on le souhaite, éventuellement la contrer. Les historiennes et les historiens ne peuvent pas se contenter d'être des professionnels hardis de la déconstruction. Ils ne peuvent pas se contenter d'être les pompiers de leurs propres émotions qui, à chaque fois, disent « c'est plus compliqué que ça, ne vous emballez pas, vous croyez aux Gaulois, ça n'existe pas, vous croyez à Jeanne d'Arc, elle n'a pas vraiment existé comme vous le pensez, les Cathares, c'était pas exactement ce qu'on vous dit, etc. » Bon, si tout est toujours plus compliqué que ça, alors évidemment, il n'est pas exclu qu'on aille se lasser par tant de circonvolutions, retrouver refuge chez des maîtres dans récits peu scrupuleux, mais entraînants. Donc c'est pourquoi il nous faut inventer ensemble, collectivement, des autres manières de raconter l'histoire. Et c'est pourquoi, effectivement, tout est bon à qui veut bien, effectivement, participer à cette histoire ouverte, diverse, peuplée, entraînante, qui, assurément, ne peut pas se passer que dans les livres, qui doit aussi trouver d'autres scènes, d'autres refuges, d'autres tremplins. Et c'est pour cela, effectivement, que j'étais heureux de venir ici, de parler avec vous, et que j'attends avec impatience et confiance vos questions. Je vous remercie de votre attention. Alors je voulais vous poser une question. Est-ce que l'histoire telle qu'on la voit maintenant, peut être enrichie, comme par exemple avec les théories de M. Régis Debray sur les plaques historiques qui correspondent à des plaques religieuses? Est-ce que notre vision de l'histoire et notre explication et la compréhension de l'histoire, les classements des faits historiques peuvent être aidés par la gastronomie, couper l'Europe entre la bouillie et la panification, géologique entre le granit et le calcaire, qui sont des éléments valides pour décrire et faire une typologie de l'histoire. Ah, tout à fait. Vous avez... Dernière question, je voulais vous poser une question concernant la loi Guesso et l'interprétation intéressante qu'en fait M. Bernard Andeville. Il dit non, la loi ne doit pas se mêler de l'histoire, sauf dans un cas précis où cette histoire est tellement proche des hommes et il y a une telle douleur que cette loi Guesso tombera le jour où il n'y aura plus de survivants. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, à la première question, il y en avait plusieurs, mais à la première question, je peux vous approuver le mouvement de connaissance de l'histoire, le mouvement d'accroissement de la connaissance, se fait par, au fond, 2 ou 3 méthodes. On trouve de nouveaux documents, on a des nouvelles techniques pour les exploiter, mais on élargit aussi notre curiosité. C'est ce qu'on appelle l'élargissement du questionnaire de l'histoire. Et ce qu'il y avait d'entraînant, justement, dans l'histoire au moment où je commençais à m'y adonner, c'est qu'on avait l'impression, effectivement, que, vous parliez de gastronomie, Marc Bloch disait que l'historien était un ogre, là où est la chair humaine, là est son repas, que tout était bon pour l'histoire, que les choses qu'on dédaignait, comme justement la gastronomie, comme le folklore, etc., pouvaient être ramenées dans le festin de l'historien. Donc oui, bien sûr, l'histoire ne doit pas être expansionniste, mais elle doit être ouverte à toutes les disciplines. Cette ouverture la fragilise. Tant que l'histoire est strictement délimitée dans ses frontières académiques ou disciplinaires, alors elle peut effectivement cadenasser ses propres certitudes et elle est à l'abri de la réfutation. Mais justement, cette expansion
à exposer l'histoire. Donc c'est un savoir qui est aujourd'hui exposé. Et exposé veut dire mise en scène, mais aussi mise en danger. Et pardon de parler de moi encore, mais j'ai vécu comme une crise très profonde, la crise dite négationniste, le fait que les historiens soient, au début des années 80, incapables en somme de répondre avec leurs armes propres, leurs armes, l'arme de la raison, l'arme de l'argumentation, à ce que Pierre Vidal-Naquet appelait les assassins de la mémoire. Alors nous avons été contraints, oui, de légiférer. Et moi je pense qu'il y a un accord aujourd'hui pour considérer que la loi Guessot, comme la plupart, peut-être pas toutes les lois mémorielles, est une loi faute de mieux. Mais quand on y réfléchit bien, la plupart des législations sont faute de mieux. Il vaudrait mieux ne pas avoir à légiférer pour interdire ce qu'on ne doit pas faire. Mais de fait, criminaliser une opinion est toujours effectivement un peu désastreux sur le plan intellectuel, mais je suis d'accord avec vous, je ne vois pas quel gouvernement aujourd'hui prendrait la responsabilité de lever cette vanne-là. Là, alors, pardon, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous me mettez d'emblée sur un sujet qui est un sujet en partage. C'est-à-dire, je vous dis ça, vous pouvez ne... Enfin, vous n'avez pas à le croire ou pas le croire. Enfin, c'est une... Là, on est dans un débat démocratique. Voilà. C'est-à-dire que sur ce sujet-là, mon opinion en vaut une autre. Merci. D'autres questions, commentaires? Vous avez cité bon nombre d'historiens, et je n'ai pas senti dans votre propos la présence d'une philosophie marxiste et des historiens marxistes en France. Est-ce que dans votre collectif, vous avez puisé chez les marxistes? Si vous voulez, quand je dis une histoire peuplée, c'est sans doute une histoire qui est évidemment ouverte à l'histoire sociale. Et cette histoire sociale, elle était, j'allais dire, spontanément marxiste. Mais moi, si vous voulez, là encore, pardon, je vais encore parler de ma génération. Donc, je suis né en 65. Donc, pour moi, le matérialisme historique était la langue maternelle des historiens. C'est-à-dire, c'était même décroché de la croyance communiste. C'est-à-dire qu'on était spontanément marxiste. Voilà. Et on l'est toujours. C'est-à-dire qu'au fond, ça fait partie d'une histoire qui est... Alors, vous avez raison, je n'ai pas beaucoup cité d'historiens, disons, influencés par le marxisme, mais d'une certaine manière, si j'avais dit Pierre Villard, ou si j'avais dit même Fernand Braudel, qui fait partie pour moi de cette lignée, eh bien, prend au fond le déterminant économique comme une sorte de... comme une évidence. Puis moi, vous savez, j'ai beaucoup travaillé en tant que médiéviste sur Georges Duby. Georges Duby a un matérialisme historique qui est, je dirais, presque naturel. Et quand il travaille ensuite sur des systèmes de valeurs ou d'histoire culturelle, c'est pour, au fond, compléter son tableau social. Mais je me souviens que lorsque j'étais étudiant, on disait toujours que l'histoire sociale était presque tautologique, parce que de quoi on peut faire l'histoire, sinon des sociétés. Donc toute histoire est sociale. Donc vous avez eu raison, peut-être ne l'ai-je pas revendiqué, mais vous savez, des fois, on ne revendique plus quand on a assimilé.
rapport à l'histoire de France. Quel est le rapport ou l'ouverture d'une histoire mondiale ouverte au vent par rapport à une micro-histoire, au contraire? Justement, est-ce que c'est la même chose, finalement, oui. quelque part? Et troisièmement, l'absence de, quand vous évoquiez tout à l'heure, je ne sais pas, la France de Saint-Louis ou la France de Charlemagne, dans votre ouvrage, il n'y a absolument aucune carte ou autre élément visuel qui renouvellerait aussi finalement une approche. Oui, alors vous avez parfaitement raison sur la troisième question. C'est ni une erreur ni un manque, c'est un choix, voilà, qui aurait pu évidemment être un autre, voilà. Au fond, on a choisi une histoire par date, donc l'espace y est un peu estompé. On aurait pu de la même manière choisir une histoire par lieu. Et alors, les échelles emboîtées auraient créé effectivement un territoire et on aurait pu faire un atlas mondial de la France. Voilà. Donc c'était un autre projet. Vous avez tout à fait raison de dire qu'on aurait pu quand même un peu combiner les deux et donc j'entends la critique. Y a-t-il une vraie différence entre histoire de France et histoire de la France, autre qu'un peu rhétorique? Bien sûr, évidemment, en vous répondant, je pourrais assez facilement dire que la France, par définition, suppose qu'elle existe au moment où on en commence l'histoire. Et donc, à partir du moment où moi je suis médiéviste, une histoire de France ou une histoire de la France, quand est-ce qu'on aurait à la faire commencer, c'est toujours un peu délicat. Il y a quand même un moment où les rois, sous Philippe Auguste, cessent de se faire appeler Rex Francorum, roi des Français, pour dire roi de France, Rex Franciae, donc ça commence à vouloir dire quelque chose au XIIIe siècle, pas bien avant. Donc ça veut dire que si on dit histoire de la France, en toute logique, on restreint au moment où ça veut dire quelque chose à un certain nombre de gens. Ce qu'on a tenté de faire, c'est plutôt des histoires d'enfance, en fait. C'est-à-dire ce qui se passe dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France, sans préjuger de la construction, ni territoriale, ni mentale, de la dite France. Et là, peut-être, on rejoint votre troisième question, qui est la question de la microstoria. Effectivement, il me semble que ce qui peut nous fatiguer d'avance dans l'histoire de France un peu pompeuse et solennelle, qui prend des grands airs et des hauteurs toujours stratosphériques, c'est qu'elle voit toujours les choses de haut. Et qu'elle est comme... voilà, qu'elle saisit les batailles selon le point de vue de l'aigle, et pas celui de Fabrice à Waterloo, c'est-à-dire dans la mêlée. Or, ce qu'on a souhaité, en étant justement au ras d'histoires singulières, et là, de ce point de vue, oui, je vous l'accorde bien volontiers, c'est inspiré par la microstoria, c'est d'être dans la mêlée. C'est-à-dire de varier les points de vue et les approches pour comprendre qu'au fond, on peut aussi faire l'histoire à partir du point de vue de ceux qui y sont, sans toujours en comprendre, je dirais, les grandes architectures d'ensemble. Et c'est là, effectivement, une histoire plus peuplée, plus diverse a sa part. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement celle des stratèges. Voilà. Et la microstoria a été effectivement pour nous une grande avancée. C'est pas seulement voir les choses en petit, c'est considérer la partition locale des phénomènes généraux. Et aujourd'hui, comme on doit articuler pensée locale, pensée globale, c'est particulièrement précieux, me semble-t-il. Merci. Je voudrais aller au-delà de votre propos de ce soir, qui était très très riche, et redescendre un peu sur terre au niveau des collèges et des lycées. Est-ce que nous serions hors sujet si je vous posais une question, non pas profane, mais un peu basique?
Et quelle est la perception que vous avez des manuels scolaires qui sont mis à disposition des collégiens et des lycéens par rapport à l'histoire de France, entre autres? Vous êtes enseignant, non? Je le suis. Ben moi je le suis, mais je ne l'ai jamais été dans le secondaire, hein, d'accord? Donc je me permets. Mais si je peux pas, vous avez peut-être feuilleté quelques bouquins mis à disposition des élèves, non? Oui, oui, bien sûr. Et puis je suis parent d'élèves. Et puis surtout, j'ai quand même beaucoup d'amis, collègues qui enseignent dans l'enseignement secondaire. Et donc qui me disent quand même que le manuel, c'est quoi? Une réserve d'images, d'exemples, mais de moins en moins le guide du maître que la vie savait espérer. Donc, je crois qu'une des faiblesses du débat actuel sur l'école, c'est que d'abord on y entend beaucoup trop des gens qui n'y entendent rien, et qui n'y entendant rien prennent un biais paresseux en disant je vais me documenter sur la pratique pédagogique en feuilletant, comme vous le dites, des manuels. Mais ce n'est pas en feuilletant des manuels qu'on apprend comment est enseignée l'histoire, parce qu'on sait bien que les collègues, ils utilisent les manuels comme plein d'autres choses, et ça leur plaît pas, etc. Donc vous voyez ce que je veux dire. Nos querelles franco-françaises sur l'histoire de France se sont toujours un peu trop strictement concentrées sur une analyse des manuels, comme si au fond les programmes étaient des programmes au sens informatique, c'est-à-dire une ligne de programme fait fonctionner la machine, et la machine va fonctionner comme elle est programmée. Enfin, je crois que ça ne se passe pas comme ça dans les classes, et qu'une fois que la porte est fermée, avec le manuel, avec surtout les élèves, les collègues font comme ils peuvent, ce qu'ils ont à faire. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des mouvements analogues à l'histoire mondiale de la France, mais est-ce qu'il y a des mouvements analogues dans d'autres pays, en termes historiographiques? Et j'avais une deuxième question, est-ce qu'il existe aussi des histoires mondiales à l'échelle de la ville? Je ne sais pas, l'histoire mondiale de Paris, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dessus? Alors, là encore, notre projet était très modeste parce que c'était un projet de rattrapage, on va dire, puisque cela aurait pu être d'ailleurs une idée d'exposition, de montrer que l'histoire transnationale est devenue, au fond, la manière ordinaire dans au moins les pays européens et occidentaux, parce qu'aux États-Unis c'est la même chose, de faire sa propre histoire. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, je ne sais pas, l'histoire, elle est spontanément transnationale. Elle va décrire effectivement les États-Unis dans le monde, etc. Et parce que la France se sent un peu autosuffisante et parce qu'elle a ce rapport mystérieux à l'ambition d'englober le monde, l'histoire transnationale n'a pas, au fond, tant que ça, été tentée en France, du moins sur l'objet Histoire de France. Donc, à votre première question, je réponds oui, assurément. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a plein d'autres projets, plein d'autres histoires transnationales, notamment, voilà, je l'ai dit, des États-Unis, ça nous a beaucoup aidé et inspiré, mais aussi de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne. Et au fond, on n'a fait que se mettre à ce niveau-là. Après, on l'a fait dans une certaine forme, justement, narrative. Et cette forme-là, histoire mondiale de la France, par date, en a inspiré d'autres. Et il y a une Storia mondiale de l'Italie qui vient de sortir en mois de novembre, chez La Terza, exactement sur le même modèle. Et puis d'autres sont en préparation pour le Portugal,
pour les Pays-Bas. Dans les deux cas, c'est d'ailleurs assez intéressant, parce qu'on voit très bien ce que peut être une histoire mondiale du Portugal et des Pays-Bas. C'est que ce sont des petits pays, mais qui eux aussi aspirent à englober le monde. Alors la storia mondiale de l'Italie, c'est intéressant, parce qu'on se dit, mais au fond, dire que l'Italie a une histoire mondiale ne blesse pas l'orgueil national. Parce qu'il y a eu un empire romain, il se trouvait, dont la capitale était Rome, et puis parce que Rome est aussi la capitale de la chrétienté, et puis parce que l'Italie est un pays d'émigration, comme le Portugal d'ailleurs, donc ils sont assez habitués à considérer que leur histoire est spontanément mondiale. Ce qui n'est pas effectivement le cas pour nous. Hein. Une des spécificités de l'histoire, disons, des flux migratoires en France, c'est la faiblesse de l'émigration. Ça, on ne le dit jamais. On ne dit jamais qu'une des spécificités de la France, c'est que finalement, même quand il y a eu effectivement l'expansion coloniale, c'était quand même assez peu par rapport à toutes les autres puissances coloniales, des colonies de peuplement. Bon, voilà. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, vous voyez, cette différence. Alors, j'en viens à la deuxième question. Bien sûr qu'on peut faire varier les échelles. Par exemple, l'histoire mondiale du Portugal, parce que je commence à parler avec les concepteurs, c'est assez rigolo. Donc, tenez, une histoire de bouffe, une histoire de gastronomie, pardon. Dans l'histoire mondiale du Portugal, il y aura le Porto, évidemment. Comment le Porto est devenu la boisson favorite des Anglais. Bon. Donc là, on a effectivement un Portugal mondial. Et comment aussi la morue est devenue le plat national des Portugais. Ce n'est pas exactement au large des côtes portugaises qu'on pêche la morue, mais plutôt dans les mers froides. Donc ça suppose déjà, en prenant ces deux produits, la morue et le Porto, et en prenant d'ailleurs un troisième, le sucre, Madère. Donc là, on est effectivement dans l'expansion coloniale du Portugal, d'avoir, vous voyez, là justement des échelles. Et là, je pense qu'ils auraient intérêt à faire des cartes. Et quant à l'histoire mondiale des Pays-Bas, là où on voit très bien, c'est à l'échelle d'une ville. Et là, vous avez raison, bien sûr qu'on pourrait faire une histoire mondiale de Paris, etc. Et eux, ce qu'ils font, en gros, c'est l'histoire mondiale d'Amsterdam. Parce que si vous voyez ce que c'est qu'Amsterdam au siècle d'or, c'est évidemment une ville-monde. Et où Spinoza, ou Descartes, etc., font partie d'une histoire qui les dépasse. Voilà. Donc, mais j'irais même plus loin. D'une certaine manière, on peut faire une histoire mondiale de tout. La nôtre se termine en 2015. Parce qu'on l'a commencé en 2015. Enfin, on a eu l'idée de cette histoire en 2015, donc la dernière date, c'est 2015. Si on la commençait aujourd'hui, on aurait peut-être une date 2017 quand même. Qu'est-ce qu'on mettrait en 2017 ? Je pense qu'on mettrait la vallée de la Roya. Oui. Là, c'est un tout petit lieu, c'est de la micro-storia. Et pourtant, la vallée de la Roya, ce qui se joue, c'est une partie de l'histoire mondiale. Et donc, effectivement, on peut faire une histoire mondiale de lieux qui sont enclavés ou ouverts, qui sont larges ou étroits. N'importe quel objet peut faire, effectivement, peut être le lieu de ce type d'histoire. Quand j'étais à la fac 15 ans avant vous, je préfère partiellement la question sur le marxisme de M. Lefebvre. J'ai lu Lefebvre, mais le temps à ce moment-là est
historien à ce moment-là, j'aurais répondu à la question qui est celle des livres que j'ai lus avec passion. À quoi sert l'histoire? What's it for? Moi, je pose la question, à quoi ça sert l'histoire? Vous dites, on écrit pour son temps. À quoi ça sert? Écoutez, en ce moment, après on peut changer d'avis, hein. En ce moment, à cette question simple, je réponds simplement, l'histoire sert à se souvenir de ce dont les hommes sont capables. Les hommes et les femmes en société sont capables. Ce dont ils sont capables. Du meilleur et du pire, selon les situations, et parfois en même temps. Ça veut dire que c'est une philosophie pratique de l'agir humain. Et ça veut dire que moi, si j'avais à justifier ça, je sais pas, un enseignement de l'histoire, je dirais, mais c'est quand même assez chouette parce que ça ouvre l'expérience. Ça élargit notre perception. Ça nous permet de vivre d'autres vies que la nôtre. Ça nous permet de comprendre qu'à chaque moment, plusieurs choix sont possibles. Et quand on dit effectivement, alors pour le plus sinistre ou le plus lourd ou le plus, disons le devoir de mémoire, bon, on comprend que ça rentre dans cette définition de l'histoire. Se souvenir de ce dont on est capable. Voilà. Mais quand l'histoire peut être exemplaire, entraînante, elle obéit toujours à cette même définition. Et donc ça veut dire cette capacité, vous voyez, c'est quand même un truc assez simple. Je pense aussi que du point de vue politique au sens pas partisan, hein, ça consiste à dire que, au fond, l'essentiel de nos problèmes vient du fait qu'on ne prend pas la liberté dont on dispose. Ou alors qu'au contraire, on la confie un peu trop vite à des pouvoirs un peu trop pressés de les prendre. Et donc ça veut dire que d'une certaine manière, on peut faire toujours plus que ce qu'on croit. Et donc cette manière d'élargir la possibilité de l'action, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure quand je disais, elle ne fait pas simplement la chronique de ce qui a eu lieu, mais de ce qui à tout moment peut avoir lieu. Parce que sinon c'est désespérant l'histoire. C'est une suite effectivement d'échecs. Si on parle aujourd'hui de la commune, par exemple, de Paris, on voit effectivement que voilà, il y a un espoir, il est douché par une répression sanglante, etc. Mais c'est une expérience qui ensuite est disponible, c'est-à-dire que les promesses non tenues, il peut nous appartenir de les relever. Donc, voilà, ça c'est quelque chose que je pense. C'est-à-dire, c'est ce que Walter Benjamin disait, rien n'est jamais perdu pour l'histoire. Ça a eu lieu, ça a eu lieu. Donc l'expérience a été faite, a été tentée. Il n'est quand même pas inintéressant de s'en souvenir, pour la recommencer, pour s'en inspirer, pour au contraire être prévenu. Voilà. De votre exposé, vous avez pointé le fait que les défis étaient globaux, étaient transnationaux, le défi climatique, la globalisation financière, ainsi que les phénomènes migratoires. Ma question, c'est, vous mettez tous ces phénomènes sur le même plan, de manière rapide à mes yeux, est-ce à dire que, à vos yeux, il n'y a plus, vous avez fait votre deuil de toute forme de
souveraineté nationale concernant, par exemple, la régulation des phénomènes migratoires, à savoir qui peut rentrer et qui peut sortir du territoire national. Ah non, je ne pense pas. Enfin, d'abord, moi, je n'ai pas à décider ou voilà, des politiques. Et je ne pense pas du tout que l'échelon national soit politiquement voilà, caduque. Pas sur le plan voilà, des politiques migratoires, ni climatiques, si, sans doute, ou financières, oui, également. Mais ce qui est plutôt étonnant, et là je vous l'accorderai volontiers, c'est la robustesse, en fait, du cadre national dans une gouvernance qui, pourtant, à tout moment et sur des sujets très importants, en dénie, je dirais, la pertinence. C'est-à-dire pourquoi, au fond, aujourd'hui, lorsqu'on pense à l'Europe, on continue à... il y a très très peu de forces politiques qui plaident pour des suffrages européens universels. Très très peu. Donc ça nous paraît encore évident qu'on doit avoir une sorte de... voilà, d'emboîtement, de souveraineté. Bon, voilà. Donc moi, si vous voulez, après, si vous voulez qu'on parle politique, je ne parle politique, mais pour l'instant, j'essaye de me limiter à ce rôle-là. En tant qu'historien, je constate effectivement la robustesse de ce cadre d'analyse que tout pourtant démontre, ou beaucoup de choses démontrent. C'est donc que la nation existe quelque part. Et dans les espoirs, dans les mentalités, etc. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en faire l'histoire. Voilà. C'est intéressant d'en faire l'histoire parce que ça résiste. Hein. Là, je vous l'accorde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme ça, prendre congé de manière trop rapide, me reprochez-vous gentiment, du cadre national, bien sûr. Ça, je suis d'accord. Merci. Vous avez évoqué Claude Bernard. Oui. Et vous avez remarqué que 100 ans plus tard, la biologie et l'histoire avaient évolué, certainement. Ça m'a fait me poser la question des découvertes que faisait Claude Bernard avec la méthode expérimentale sont toujours valides aujourd'hui, même si les instruments ont changé. Et j'ai relu récemment les principes de médecine expérimentale, et Claude Bernard était un extrémiste de la méthode expérimentale, et il écrit que l'histoire ne peut pas être une science, par exemple. Il a même empêché en France quasiment l'entrée de la théorie de l'évolution de Darwin, parce que tout ce qui ne peut pas être reproduit dans un labo, selon lui, n'est pas de la science. Moi, je suis biologiste, et j'ai une grande admiration pour les historiens, mais je vois bien que votre méthode ne peut pas être la méthode expérimentale, évidemment. Pardon. Ma question est extrêmement vague et peut-être demander trop de temps pour répondre, mais c'est quelle est votre méthode pour trouver des vérités? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, l'histoire n'est pas une science expérimentale, c'est une science indiciaire, comme la médecine, qui cherche donc des symptômes ou des traces pour remonter au phénomène, mais qui ne peut pas reproduire en laboratoire le temps, parce qu'elle, par définition, elle, sauf sur certains segments très particuliers de l'archéologie, où on peut avoir une archéologie reconstitutive, mais globalement, l'histoire travaille sur du non réitérable. C'est précisément ce dont on parlait. Elle travaille sur une expérience. À partir du moment où effectivement quelque chose a eu lieu, il ne pourra pas se reproduire de la même manière parce qu'on en a été prévenu. Donc elle n'est pas expérimentale. Et vous parlez de la biologie. Effectivement, dans mes nouvelles fonctions, je suis amené à travailler avec des biologistes. Et au fond, c'est très intéressant parce qu'ils définissent notre propre scientificité
D'abord, je crois que là, pour le coup, on pourrait aussi réfléchir sur une science du vivant ou une science du temps qui serait globale à l'histoire et à la biologie. Aux États-Unis, on appelle ça la deep history, c'est-à-dire une sorte d'histoire générale du vivant qui va de l'amibe à nous. Et de même que l'histoire environnementale, on voit très bien qu'au début, on distinguait très clairement l'histoire naturelle et l'histoire des hommes. Et à partir du moment où les hommes deviennent un principe géologique et qu'il y a quand même très vraisemblablement une cause anthropique au changement climatique, alors l'histoire des hommes devient une histoire naturelle. Donc les deux se nouent. Et en parlant avec des biologistes, justement, ils me disaient, ou des physiciens, ils me disaient, en physique comme en biologie, il y a à la fois une biologie évolutionniste et il y a une biologie non évolutionniste. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui travaillent sur des phénomènes qui se répètent et des scientifiques qui travaillent sur des phénomènes qui ne se répètent pas. Par exemple, un physicien qui refait 100 fois la même expérience, c'est la science expérimentale. L'astrophysique, c'est pas de la science expérimentale, puisque ça observe une histoire qui est la nôtre et qui ne se vraisemblablement qui ne se reproduira. Donc c'est une science historique. Merci. Une dernière question avant de peut-être clôturer la soirée, où chacun a pu faire son commentaire, s'exprimer. Oui, en fait, quand vous avez parlé de l'histoire de France, ça m'a fait penser, tous mes souvenirs scolaires, j'aimais beaucoup l'histoire, toujours, mais... Vous n'êtes pas obligé, franchement. Non, mais je sais. Moi, je n'ai pas toujours aimé. Non, mais c'est pas pour vous faire plaisir, c'est spontané. Mais je suis quand même surpris comment qu'on soit aussi prisonnier de cette histoire, parce qu'en fait, avec un peu de recul maintenant, celles qu'on nous présente, ce sont des histoires de famille. Les histoires des rois de France ou des Habsbourg, c'est des histoires de famille. Et on réduit quand même l'histoire de France à des histoires de famille. Or, c'est quand même plus que ça. Et moi, je suis frappé même en ce moment, où en fait, on voit que l'histoire de France, c'est l'histoire de la construction de l'État français. Et moi, je vois dans les quelques discussions que j'ai pu avoir, d'autant plus que je suis un peu sensibilisé à ça, quand on parle de la Catalogne en France, j'ai des cousins catalans, et des Français, ils ne comprennent pas ce qui se passe là-bas et que l'on puisse être, je dirais, nationaliste au niveau d'une région, pour ce qui est pour eux une région. Et donc, je ne discute même pas avec eux parce que je pense que je n'arriverai pas à leur faire comprendre, le peu que je perçois quand je discute avec mes cousins catalans. Oui, je suis d'accord avec vous, ça, ce qui prouve bien qu'on est quand même pris dans des cadres d'intelligibilité qu'on ne choisit pas. Pardon. Et qui sont des cadres qui sont ceux de notre expérience, historique. Alors il faut juste que cette expérience historique soit un peu ressemblante. Voilà. Et c'est pourquoi, des fois, il y a nécessité à ce que l'histoire se réajuste à la société réelle. C'est vrai que, par exemple, moi je m'occupe actuellement du musée d'histoire de l'immigration de la Porte d'Or. Un
musée finalement qui est très récent, qui a été donc créé il y a 10 ans et dans des conditions historiques, politiques assez difficiles. Lorsqu'il a été relancé, il y a 7 ans, il y avait des grandes affiches dans le métro, vous vous en souvenez peut-être. Le slogan pour ce musée, c'était « Ton grand-père dans un musée ». Ça veut dire, évidemment, là, pour le coup, c'est une histoire de famille, mais c'est la nôtre. Et c'est la nôtre au sens où, à partir du moment où aujourd'hui on estime qu'il y a 12% des Français qui sont d'origine immigrée et 13% qui sont filles ou fils d'immigrés, ça veut dire qu'en 2 générations, ça fait 12 plus 13, 25%. Donc un quart des Français hein, sont immigrés ou fils d'immigrés. Ça fait beaucoup. Donc ça veut dire que ce musée n'est pas un musée des autres, c'est un musée de nous. Mais donc pour moi, si vous voulez, l'histoire, ça sert aussi à élargir le nous, à faire respirer un peu le nous. Alors, si les Catalans disent « nous les Catalans », il faut comprendre si c'est un petit nous, un nous étriqué, un nous qui n'est pas les autres. C'est ce qu'on leur reproche. Hein. Nous contre eux, les Espagnols, ou c'est un nous qui peut être nous autres, quoi. Comme disaient les Espagnols, nous autres. C'est-à-dire nous qui sommes les autres des autres. Voilà. Et qui est une très belle expression. Et donc pour moi c'est ça en fait, le projet qui est vraiment un projet humaniste en fait, qui est de comprendre que nous sommes les autres des autres. Et donc par conséquent, on doit construire des nous, des collectifs qui ne considèrent pas les autres pour rien. Ça paraît simple, mais c'est quand même aller à l'encontre voilà, d'une très longue histoire de la détestation des autres. Merci encore. Merci.